le mur que vous ne pouvez pas voir. Imaginez-vous debout au milieu d'une vaste plaine plate. C'est une journée claire, l'air est parfaitement pur et vous pouvez voir jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Peut-être 30 miles, peut-être 40. Au-delà, la terre se courbe en s'éloignant de vous et le reste du monde disparaît sous la ligne. Non pas parce qu'il n'y a rien là-bas, mais parce que la géométrie de la planète empêche la lumière d'atteindre vos yeux. Vous savez, avec une certitude absolue, que des choses existent au-delà de cet horizon. Des villes, des océans, des montagnes, des gens. Vous ne pouvez simplement pas les voir. Maintenant, étendez cette idée aux plus grandes échelles imaginables. Notre univers observable, tout ce que les astronomes ont jamais cartographié, chaque galaxie jamais photographiée, chaque signal jamais détecté, est limité par un horizon exactement comme celui-là. Pas un mur physique, pas une falaise où l'espace s'arrête. Juste la limite de la distance que la lumière a pu parcourir durant les 13,8 milliards d'années écoulées depuis le Big Bang. Nous pouvons voir environ 46 milliards d'années-lumière dans n'importe quelle direction. Au-delà, l'univers peut continuer pour toujours. Il le fait presque certainement, mais nous ne pouvons pas le voir, et il se peut que nous ne le puissions jamais. La question de ce qui se trouve au-delà de cet horizon est l'une des questions les plus profondes et véritablement étranges de toute la science. Elle se situe à l'intersection de la physique, de la géométrie, de la philosophie et de la curiosité humaine. Et contrairement à la plupart des questions qui semblent aussi dramatiques, celle-ci possède réellement certaines réponses. Pas des réponses complètes, mais des réponses soutenues par une physique sérieuse et des mathématiques sérieuses. Une partie de ce qui se trouve au-delà de l'horizon est presque certainement prévisible. Une autre partie nous pousse dans des territoires où notre compréhension actuelle de l'univers s'arrête. Et les scientifiques honnêtes vous diront qu'ils spéculent. C'est un sujet où la frontière entre ce que nous savons et ce que nous imaginons est importante et mérite d'être tracée avec soin. Alors commençons au bord, puis allons au-delà. Il y a quelque chose de presque poétique dans la possibilité du tort. Sur un tort, si vous voyagez assez loin dans une direction, vous revenez à votre point de départ. Dans un univers avec cette topologie, un astronome pointant son télescope dans une direction et prenant une exposition longue pourrait, en théorie, voir sa propre galaxie par derrière. La lumière ayant fait tout le tour de l'univers et revenant dans la direction opposée. La galaxie apparaîtrait telle qu'elle était il y a des milliards d'années. Lorsque cette lumière est partie, elle semblerait donc différente, plus petite, plus jeune, plus active. La comparer à notre propre Voie lactée nécessiterait de reconnaître une galaxie plus jeune et lointaine comme une version passée de nous-mêmes. Personne n'a trouvé une telle correspondance. Mais son absence n'a de signification que jusqu'à l'échelle de ce que nous pouvons observer. Si la topologie de l'univers se ferme à une échelle supérieure à 46 milliards d'années-lumière, nous n'aurions aucun moyen de le savoir. La question de la topologie est l'un des exemples les plus clairs en cosmologie d'un problème réellement intéressant, scientifiquement abordable avec les bons outils et potentiellement résoluble. Contrairement au multivers, qui peut échapper de façon permanente à un test direct, la topologie laisse des empreintes dans le CMB que nous pourrions
en principe trouvé. L'approche systématique de la collaboration compacte, et c'est la recherche la plus complète à ce jour. Si l'univers est un tore, ou toute autre topologie compacte à une échelle dans notre horizon observable, il devrait le trouver. S'il ne le trouve pas, l'échelle de fermeture de l'univers, si elle existe, est plus grande que ce que nous pouvons voir. La recherche est en cours et les résultats méritent d'être suivis de près. Ce qu'est réellement l'univers observable. Avant de regarder au-delà de la limite, nous devons comprendre ce qu'est réellement cette limite. Car le mot « observable » joue ici un rôle important, et il est facile de le mal interpréter. L'univers observable n'est pas l'univers que nous avons réussi à explorer jusqu'à présent. C'est l'univers que nous pouvons physiquement observer, la région de l'espace d'où la lumière a eu assez de temps pour nous atteindre depuis le moment où le cosmos a commencé. L'univers a 13,8 milliards d'années. La lumière voyage à environ 300 000 km par seconde. Par conséquent, le point le plus éloigné que nous pouvons voir est défini par la distance que la lumière peut parcourir en 13,8 milliards d'années. C'est la règle. Ce n'est pas une limitation de nos télescopes. C'est inscrit dans la physique du temps et de la lumière. Voici où cela devient légèrement contre-intuitif. Le bord de l'univers observable n'est pas à 13,8 milliards d'années-lumière. Il se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière. La raison de cette différence est que l'univers s'est étendu pendant tout le temps que la lumière a voyagé. Un photon parti d'une galaxie lointaine, il y a 13 milliards d'années, a voyagé à travers un espace en expansion depuis lors. La galaxie d'origine a elle-même été repoussée plus loin par cette expansion. Ainsi, lorsque la lumière Yam arrive ici, la galaxie qui l'a émise se trouve maintenant à environ 46 milliards d'années-lumière. Pensez-y comme un nageur traversant une rivière avec un courant. Le nageur traverse d'une rive à l'autre, mais lorsqu'il arrive, la rive d'où il est parti a été déplacée en aval par le courant. Il a parcouru une distance plus grande que la largeur originale de la rivière. L'espace est la rivière. La lumière est le nageur. L'expansion de l'univers est le courant. La frontière de l'univers observable est parfois appelée horizon des particules. La distance la plus lointaine d'où n'importe quelle particule, y compris un photon, pourrait nous atteindre depuis le Big Bang. Et le mot-clé est « nous ». La frontière est spécifique à notre position dans l'espace et à notre moment dans le temps. Un observateur hypothétique dans une galaxie à 2 milliards d'années-lumière de la Terre aurait sa propre bulle observable, qui se chevauche avec la nôtre, mais n'est pas identique. Depuis sa position, il peut voir des régions de l'univers qui nous sont cachées, et vice-versa. Il n'existe pas de point unique ou privilégié d'où l'univers entier est visible. Chaque observateur se trouve au centre de sa propre bulle d'observation, entouré d'un horizon qu'il ne peut pas voir au-delà. Cet horizon n'est pas un lieu. C'est une relation entre un observateur spécifique et l'univers. Et il bouge. Au fur et à mesure que le temps passe et que l'univers vieillit, davantage de lumière provenant de régions plus éloignées nous parvient. Notre univers observable croît, d'environ 1 an-lumière dans chaque direction par an. Très lentement, mais de manière constante, une plus grande partie de l'univers devient visible.
bien que cette expansion de notre horizon visible soit dans une course qu'elle pourrait déjà être en train de perdre. Il y a une subtilité supplémentaire à noter. Lorsque les astronomes disent « observable », ils veulent dire en principe « accessible par tout type de détection », pas seulement par la lumière visible. Différents types de signaux ont des horizons effectifs différents. La lumière provenant d'avant environ 380 000 ans après le Big Bang ne pourra jamais nous atteindre, car avant ce moment, l'univers était un plasma opaque et la lumière ne pouvait pas voyager librement. Le fond diffus cosmologique marque ce mur. Mais les neutrinos, qui interagissent très peu avec la matière, circulaient déjà librement bien plus tôt, dans la première seconde. Et les ondes gravitationnelles des tout premiers instants après le Big Bang, si elles existent, si nous pouvions les détecter, représenteraient une fenêtre sur l'univers âgé de quelques fractions de secondes seulement. En principe, ces différents messagers nous donnent des horizons légèrement différents, chacun étant une couche différente de l'oignon observable. Mais tous sont limités. Aucun signal ne peut nous atteindre depuis avant le Big Bang lui-même. Et savoir si le concept de « avant le Big Bang » a un sens est lui-même une question toujours ouverte en cosmologie. Quelle est la véritable taille de l'univers? Nous pouvons voir jusqu'à 46 milliards d'années-lumière. L'univers total s'étend presque certainement bien plus loin. Jusqu'où exactement? C'est là que les chiffres commencent à devenir vraiment inconfortables. La réponse la plus conservatrice est la suivante. L'univers est au moins 250 fois plus grand que la partie observable. Ce n'est pas une estimation, c'est une limite inférieure dérivée de mesures précises du fond diffus cosmologique, CMB, la faible lueur de radiation laissée par le Big Bang. Le CMB est la plus ancienne lumière de l'univers, émise après le Big Bang, lorsque le cosmos est devenu transparent pour la première fois. En mesurant avec une précision extraordinaire les motifs de température du CMB, les cosmologistes peuvent déduire la géométrie de l'espace. S'il est courbé, plat ou en forme de sel. Si l'espace est positivement courbé, comme la surface d'une sphère, l'univers serait fini, et nous pourrions même être capables de calculer sa taille totale. Si l'espace est plat ou négativement courbé, il pourrait s'étendre à l'infini. Les mesures effectuées avec la plus grande précision par le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne montrent que l'univers est plat. Pas légèrement courbé, pas plus ou moins courbé, mais plat à environ 0,4%. Un espace plat, au sens géométrique, est compatible avec un univers infini. Cela ne prouve pas que l'univers est infini, mais cela exclut toute courbure suffisamment dramatique pour refermer l'univers sur lui-même à une échelle que nous pourrions détecter. Si l'univers se repliait réellement sur lui-même, le rayon de cette courbure serait au moins 250 fois plus grand que notre bulle observable. Peut-être bien plus. Peut-être infini. Pour donner un exemple concret, si l'univers observable, 93 milliards d'années-lumière de diamètre, contenant au moins 2 billions de galaxies, n'est qu'un 250e de l'univers total, alors l'univers total contient au minimum 500 billions de galaxies. Un demi-quadrillion de galaxies. Et c'est le minimum. Le chiffre réaliste, si l'univers est véritablement infini, n'est pas un grand nombre du tout. C'est simplement tout. Galaxies infinies, étoiles infinies, espace infini.
substance infinie dans toutes les directions. Traiter l'infini réel dans une théorie physique est l'un des problèmes philosophiquement les plus complexes en cosmologie. Et les physiciens sont véritablement divisés sur la question de savoir si l'univers est infini ou simplement incroyablement vaste. Ce sur quoi presque tout le monde s'accorde est le suivant. L'univers au-delà de notre horizon ressemble presque certainement à l'univers à l'intérieur. Les mêmes lois de la physique, les mêmes constantes fondamentales, les mêmes types de structures, galaxies, amas, filaments du réseau cosmique, grand vide. L'univers dans lequel nous vivons ne semble pas spécial. Le principe cosmologique, l'idée qu'aucun endroit dans l'univers n'est privilégié, qu'il apparaît le même à grande échelle partout, suggère que ce que l'on trouverait de l'autre côté de notre horizon est davantage ce que nous voyons ici. Des galaxies organisées dans le réseau cosmique, entrecoupées des vastes vides qui se poursuivent sans fin. C'est la réponse la plus ennuyeuse et la plus probable à la question. Cela se trouve juste que l'échelle rend le mot « ennuyeux » complètement inapproprié. Il vaut également la peine de réfléchir à ce que cette uniformité signifie d'un point de vue pratique. Lorsque les physiciens appliquent les lois de la relativité générale à l'univers dans son ensemble, ils supposent que le principe cosmologique est valide, que l'univers est le même partout. Cette hypothèse donne naissance aux équations qui prédisent l'expansion de l'univers, le Big Bang et l'évolution de la structure cosmique. Et ces prédictions fonctionnent. La température du CMB correspond à ce que prédisent dans les équations. Le taux d'expansion mesuré de différentes manières est stylo-conforme à la théorie. La distribution des galaxies sur des milliards d'années-lumière correspond à ce que les modèles prévoient. Aucune de ces prédictions ne fonctionnerait si l'univers était radicalement différent, juste au-delà de notre horizon. Le succès du modèle est, en un sens réel, une preuve que l'univers au-delà de notre vue suit les mêmes règles que la partie que nous pouvons voir. Ce n'est pas une preuve, mais un argument très fort que le principe cosmologique s'étend au-delà de l'univers observable, pas seulement à l'intérieur. L'univers en fuite. Pourquoi nous perdons du terrain? Voici quelque chose qui devrait vous inquiéter un peu. En ce moment, pendant que vous lisez ceci, l'univers observable n'est pas seulement vaste. Il rétrécit dans le sens le plus important. Pas en taille physique. La limite de ce que nous pouvons observer actuellement continue de s'éloigner. Mais la limite de ce que nous pourrons jamais observer, la région d'où nous pourrons jamais espérer. Recevoir un signal, jamais, devient plus petite. Cela est dû à l'énergie noire. L'énergie noire est le nom que nous donnons à ce qui cause l'accélération de l'expansion de l'univers. Dans les années 1990, les astronomes étudiant des étoiles lointaines explosant s'attendaient à découvrir que l'expansion de l'univers ralentissait avec le temps. La gravité, après tout, devrait attirer tout ensemble, mettant progressivement un frein à l'élan vers l'extérieur du Big Bang. Ce qu'ils ont trouvé, au contraire, était l'opposé. L'expansion s'accélère. Plus une galaxie est éloignée, plus elle semble reculer rapidement, et ce recul s'accélère. Quelque chose pousse l'espace à se séparer, et le fait avec une force croissante au fil du temps. Nous l'appelons énergie noire. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Elle représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. C'est la plus grande chose du cosmos selon toutes les mesures, et nous la comprenons à peine. La conséquence pour notre question est la suivante.
Si l'espace continue à s'étendre à un rythme accéléré, alors les galaxies les plus lointaines que nous pouvons actuellement observer sont déjà en train d'être emportées hors de portée. Pas immédiatement, pas dans un laps de temps humain, mais à l'échelle cosmique. Les galaxies situées actuellement à la limite de notre univers observable s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent à cette vitesse dans l'espace, mais parce que l'espace entre nous et elles s'étend suffisamment vite pour les emporter plus vite que n'importe quel signal ne pourrait combler. Cela ne viole pas la vitesse de la lumière. Aucune matière ou information ne voyage plus vite que la lumière dans l'espace. L'espace lui-même s'étend simplement si rapidement que les distances augmentent plus vite que la lumière ne peut les parcourir. Il existe une frontière, plus proche que l'horizon des particules, que les cosmologistes appellent l'horizon des événements cosmiques. C'est la limite de ce que nous pouvons jamais influencer, et la limite d'où nous pourrons jamais recevoir un signal futur. Actuellement, elle se situe à environ 16 milliards d'années-lumière. L'horizon des particules, la limite de ce que nous pouvons voir aujourd'hui, est à 46 milliards d'années-lumière. Mais les galaxies situées entre 16 et 46 milliards d'années-lumière sont déjà au-delà de notre futur horizon des événements. Nous pouvons les voir maintenant, mais aucune nouvelle lumière provenant d'elles ne nous parviendra jamais. Elles ont déjà, en effet, navigué loin pour toujours, même si leur lumière ancienne continue d'arriver. Si l'énergie noire continue à accélérer l'expansion indéfiniment, le destin ultime de l'univers visible sera une sorte de grande isolation. Dans des centaines de milliards à des trillions d'années, les galaxies du groupe local, la Voie lactée, Andromède et leurs satellites, liés gravitationnellement entre eux, seront les seules galaxies visibles dans le ciel nocturne. Tout le reste aura été emporté au-delà de l'horizon des événements. Le ciel nocturne deviendra sombre. Toute civilisation qui existera alors et tentera d'observer l'univers ne verra qu'un petit amas de galaxies, sans rien au-delà. Ils n'auront aucun moyen de savoir que l'univers fut autrefois rempli de centaines de milliards de galaxies visibles dans le ciel. Les preuves auront été balayées. Ils pourraient mal conclure, d'après ce qu'ils peuvent observer, que l'univers est petit et simple et contient seulement quelques galaxies. Et ils se tromperont complètement. D'une manière étrange, nous vivons l'âge d'or de l'observation cosmologique, le moment de l'histoire cosmique où l'univers est le plus visible, avant que l'accélération de l'énergie noire ne ferme à jamais le rideau sur la majeure partie de celui-ci. Les civilisations futures, si elles existent, sauront moins que nous simplement parce qu'elles ne naîtront trop tard. L'énergie noire soulève également une possibilité plus dramatique pour un futur très lointain, selon sa nature précise. Si l'énergie noire est simplement la constante cosmologique, une propriété fixe et immuable de l'espace, alors l'univers continuera de s'étendre éternellement à un rythme accéléré, laissant finalement chaque île de matière liée gravitationnellement isolée dans un cosmos par ailleurs vide. Le groupe local survivra, maintenu par la gravité, mais tout le reste s'éteindra au-delà de l'horizon des événements. C'est là la fin relativement douce, un long et lent refroidissement dans une obscurité isolée. Mais certains modèles d'énergie noire suggèrent qu'elle pourrait ne pas être constante.
elle pourrait être un champ dynamique, quelque chose appelé quintessence, dont la force varie dans le temps. Si la densité énergétique de ce champ augmente actuellement, l'accélération de l'expansion pourrait devenir de plus en plus forte avec le temps. Dans la version la plus extrême de ce scénario, appelée Big Rip, l'expansion devient si rapide qu'elle dépasse non seulement les liens gravitationnels maintenant les amas de galaxies ensemble, mais aussi ceux maintenant les galaxies individuelles, puis les systèmes solaires, les planètes, et finalement les atomes eux-mêmes. L'univers ne se terminerait pas dans une obscurité froide, mais par une déchirure violente de chaque structure à chaque échelle, jusqu'au niveau subatomique. Le moment d'un tel événement, si les modèles pertinents d'énergie noire sont corrects, serait dans plusieurs dizaines de milliards d'années. Mais c'est une possibilité physique réelle, permise par certains modèles cosmologiques. Les indices récents de l'enquête DESI, suggérant que l'énergie noire pourrait varier dans le temps, ajoutent une petite mais réelle pertinence à ces spéculations. Que l'énergie noire soit constante, change lentement ou change de manière spectaculaire, cela a une importance énorme pour le destin à long terme de tout ce qui est au-delà de notre horizon et de tout ce qui est à l'intérieur. Ce que l'inflation a fait à l'univers. Pour comprendre ce qui pourrait exister bien au-delà de notre horizon, nous devons revenir au tout début, à une période si précoce dans l'histoire de l'univers que l'appeler le début minimise presque à quel point elle était extrême. En 1980, un physicien du MIT nommé Alan Guth a proposé un ajout spectaculaire au modèle standard du Big Bang. Le modèle standard avait quelques problèmes persistants. L'univers, tel que nous l'observons, est remarquablement uniforme. Le fond diffus cosmologique, CMB, semble presque identique. Quelle que soit la direction que l'on regarde, la température ne varie que d'environ une partie sur 100 000 d'une portion du ciel à l'autre. Cette uniformité est frappante, car dans le modèle standard, les régions de l'univers que nous voyons dans des directions opposées du ciel n'ont jamais été en contact les unes avec les autres. Elles sont séparées par une distance telle que la lumière n'a jamais eu le temps de voyager entre elles depuis le Big Bang. Si elles n'ont jamais été en contact, comment peuvent-elles être si semblables? C'est comme découvrir que deux villages situés aux extrémités opposées de la planète, qui ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais commercé ni communiqué, parlent exactement la même langue et mangent exactement la même nourriture. Cela ne devrait pas arriver. La solution de Guth a été l'inflation. Une période d'expansion extraordinairement rapide dans la toute première fraction de seconde de l'univers, alimentée par une forme d'énergie étrange qui produisait une répulsion gravitationnelle plutôt qu'une attraction. Dans une fenêtre incroyablement brève, de l'ordre de 10 puissance moins 36 secondes à 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang, l'univers s'est étendu, passant de quelque chose de plus petit qu'un proton à quelque chose de la taille approximative d'un bille. Cela ne semble pas impressionnant jusqu'à ce que l'on réalise que le facteur d'expansion était d'environ 10 puissance 26. Ou, en termes simples, l'univers a crû d'un facteur de 100 trillions de trillions en un laps de temps si minuscule qu'il n'a même pas de nom. Cette expansion violente a résolu élégamment le problème de l'uniformité. Les régions de l'espace qui se trouvent maintenant aux extrémités opposées de notre univers observable étaient, avant l'inflation, compressées dans un volume minuscule, où elles avaient en tout le temps d'atteindre la même température et densité. Ensuite, l'inflation a étiré ce petit patch uniforme en quelque chose d'énorme.
elle a également résolu un autre problème. Pourquoi l'univers est si plat? Si l'on prend quelque chose de petit et courbé et qu'on le gonfle à une taille énorme, la géométrie locale apparaît plate. De la même manière que la surface de la Terre semble plate pour quelqu'un qui se tient dessus, même si c'est une sphère. L'inflation prédit la platitude, et la platitude est exactement ce que nous observons. Le hic, ou plutôt l'implication extraordinaire, explique ce que fait l'inflation à la taille de l'univers. Si l'univers s'est étendu d'un facteur 10 puissance 26, alors la portion d'espace qui est devenue notre univers observable était, avant l'inflation, une fraction presque infiniment plus petite de l'espace total existant. Le reste de cet espace pré-inflation s'est également étendu. Et il s'est étendu dans des régions qui sont, par une marge énorme, en dehors de notre horizon observable. L'univers que nous pouvons voir n'est pas une bulle représentant une fraction significative du tout. À l'échelle de l'univers étendu par l'inflation, c'est presque littéralement rien. Une tache, un grain de sable sur une plage infinie. L'inflation n'est pas un fait prouvé. C'est un cadre théorique fortement motivé, et les preuves en sa faveur sont indirectes, mais substantielles. Les motifs de variation de température du C, MB, correspondent avec une précision impressionnante aux prédictions des modèles inflationnistes. La platitude de l'univers correspond à ce que prédit l'inflation. Il en va de même pour l'absence de certaines particules exotiques, les monopoles magnétiques, qui auraient dû être produites dans les premiers instants du Big Bang, mais qui sont introuvables, diluées presque jusqu'à zéro par l'expansion de l'inflation. La communauté scientifique considère l'inflation comme l'explication principale de l'univers primordial, avec des efforts continus pour trouver des preuves directes sous forme d'ondes gravitationnelles imprimées dans le CMB. Mais ce n'est pas encore réglé. Et quelques physiciens, y compris certains qui ont contribué à construire la théorie, ont exprimé de sérieux doutes quant à savoir si c'est la bonne réponse. Ce que l'inflation fait presque certainement, si elle est correcte, c'est rendre l'univers si vaste que notre bulle observable de 93 milliards d'années-lumière est essentiellement invisible sur la carte complète. La phase inflationniste s'est terminée lorsque l'énergie qui alimentait l'expansion exponentielle, associée à un champ hypothétique appelé inflaton, s'est convertie en la soupe chaude et dense de particules que nous reconnaissons comme le Big Bang. Ce réchauffement de l'univers a produit la matière et l'énergie qui sont finalement devenues des galaxies et des étoiles. Dans un certain sens, le Big Bang n'était pas le début de l'univers, c'était le début de l'univers que nous connaissons, la phase chaude, dense et en expansion qui a suivi l'inflation. Ce qui est venu avant, ou ce qui a provoqué l'inflation au départ, dépend du modèle inflationniste que l'on considère. Certains modèles nécessitent des conditions initiales spécifiques qui doivent simplement être supposées. D'autres intègrent l'inflation dans un cadre plus large qui en fait une conséquence presque inévitable de la façon dont l'univers a commencé. La preuve la plus directe que nous attendons, et c'est la polarisation en mode B dans le C, MB. Un motif spécifique dans la polarisation du fond cosmique micro-ondes qui serait causé par des ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation. Si l'inflation a eu lieu, elle aurait secoué l'espace-temps suffisamment pour produire des ondes gravitationnelles. Et ces ondes auraient laissé une subtile empreinte tourbillonnante sur le CMB. Le motif s'appelle la polarisation en mode B. Et des expériences comme BICEP, au pôle sud, et le futur satellite Lightbird de l'agence spatiale japonaise
JAXA, prévues pour un lancement à la fin des années 2020, sont spécifiquement conçues pour la rechercher. Une détection confirmée serait la chose la plus proche d'une empreinte directe de ce qui s'est passé dans les tout premiers instants incroyablement courts de l'univers et du processus qui a peut-être déterminé tout ce qui se trouve au-delà de notre horizon. Le dernier mur, ce que le CMB nous dit réellement. Avant de nous aventurer au-delà, il vaut la peine de consacrer un moment à la preuve la plus importante que nous ayons concernant la limite elle-même. Le fond diffus cosmologique, ou CMB, car ce n'est pas simplement une mesure technique, c'est littéralement la lumière la plus ancienne de l'univers, et elle porte une histoire. Au cours des 380 000 premières années après le Big Bang, l'univers était si chaud et dense qu'il ressemblait à une sorte de soupe cosmique, un plasma, dans lequel les protons et les électrons étaient séparés et se dispersaient constamment sur les photons de lumière. La lumière ne pouvait pas voyager en ligne droite. L'univers était opaque. Puis, à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait, la température est tombée à environ 3000 degrés, à peu près la température de la surface d'une étoile. À cette température, les électrons et les protons ont pu se combiner pour la première fois en atomes d'hydrogène neutre. Et au moment où cela s'est produit, l'univers est devenu transparent. La lumière a soudain été libre de voyager. Tous ces photons qui rebondissaient dans le plasma se sont propagés dans toutes les directions et voyagent depuis, pendant 13,8 milliards d'années, se refroidissant à mesure que l'univers s'étendait, jusqu'à ce qu'ils atteignent aujourd'hui nos instruments sous forme d'une faible radiation micro-ondes venant de toutes les directions du ciel. Voilà ce qu'est le CMB. Ce qui rend le CMB si extraordinaire en tant qu'outil scientifique, c'est qu'il constitue un instantané. C'est une image de l'univers tel qu'il était, à 380 000 ans. Une photo bébé du cosmos. Et intégrée dans cette image, dans les minuscules variations de température à travers le ciel, environ une partie sur 100 000, se trouvent donc les graines de tout ce qui a suivi. Les régions légèrement plus denses du CMB sont devenues les amas et superamas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Les régions légèrement moins denses sont devenues les vides cosmiques. L'architecture entière de l'univers moderne était inscrite dans le CMB sous la forme d'un motif discret de points chauds et froids il y a 13,8 milliards d'années. Le motif de ces points n'est pas aléatoire. Il possède une structure statistique spécifique, un spectre de puissance, qui révèle aux cosmologistes une quantité énorme d'informations sur ce qui s'est passé avant la création du CMB. Les tailles relatives des points chauds et froids codent la densité et la composition de l'univers primordial. Ils nous indiquent combien de matière ordinaire, de matière noire et d'énergie noire contient l'univers. Ils nous renseignent sur l'âge de l'univers et son taux d'expansion. Et ils codent des informations sur la physique des premiers instants après le Big Bang, y compris les empreintes de l'inflation. Les modèles inflationnistes prédisent une forme spécifique pour le spectre de puissance du CMB. Ils prédisent que les fluctuations de température doivent être presque invariantes à l'échelle, c'est-à-dire que le motif doit apparaître à peu près le même à toutes les échelles angulaires, avec une légère inclinaison vers plus de puissance à grande échelle. Les mesures du CMB
par le satellite Planck, achevés en 2018, ont trouvé exactement cette signature, avec un degré de précision impressionnant. La correspondance entre les prédictions inflationnistes et les observations du CMB est l'une des principales raisons pour lesquelles la communauté scientifique prend l'inflation au sérieux, plutôt que de l'ignorer. Mais il y a un détail que le CMB révèle également. L'estimation la plus plate de la géométrie de l'univers, dérivée du CMB, indique une planéité si précise qu'elle exclut toute topologie qui rapprocherait le côté lointain de l'univers à notre portée observable. Si l'univers se referme sur lui-même, s'il a la topologie d'une sphère, d'un tore ou de l'une des 17 topologies compactes plates, l'échelle minimale de cette fermeture est plus grande que ce que le CMB peut résoudre. L'univers est, autant que nous pouvons le dire, à partir des mesures les plus sensibles jamais effectuées de la lumière la plus ancienne, soit infini, soit si vaste que sa frontière est hors de notre portée. Les deux possibilités mènent à la même conclusion. Au-delà de notre horizon observable se trouve beaucoup plus de ce que nous ne pouvons pas voir. Il y a aussi quelque chose de vraiment étrange dans l'uniformité du CMB que l'inflation a été inventée pour expliquer, et il est important d'être précis à ce sujet. La température du CMB est la même à une partie sur 100 000 dans tout le ciel. Des régions aux extrémités opposées du ciel, séparées par 93 milliards d'années-lumière, ont la même température à cette précision. Dans le modèle standard du Big Bang sans inflation, ces régions n'ont jamais été en contact. Elles se sont séparées avant de pouvoir échanger de la chaleur ou atteindre un équilibre thermique. Le fait qu'elles aient la même température est, sans inflation, essentiellement une coïncidence ou une condition initiale choisie avec une très grande précision. L'inflation résout cela en disant qu'elles étaient autrefois en contact dans une petite région chaude et uniforme, avant que l'inflation n'étire cette région pour former l'énorme univers que nous voyons. L'uniformité est alors une conséquence naturelle d'une origine commune et non une coïncidence inexpliquée. C'est élégant. Et cette élégance fait partie de ce qui pousse les physiciens à prendre l'inflation et ses implications pour l'échelle de l'univers au-delà de notre horizon si au sérieux. La logique étrange d'un univers infini. Si l'univers est vraiment infini, ou même simplement beaucoup plus grand que la portion observable, certaines choses extraordinaires découlent des mathématiques pures, et il vaut la peine de s'y attarder un moment. Dans une région finie de l'espace, le nombre de configurations possibles de la matière est grand, mais pas infini. Les atomes ne peuvent être arrangés que d'un nombre limité de manières. Les particules ne peuvent occuper qu'un nombre limité d'états quantiques. Le nombre de dispositions possibles des quelques 10 puissance 80 particules de l'univers observable est stupéfiant, mais finalement fini. Maintenant, si l'espace est infini et que les mêmes particules et lois physiques opèrent partout, alors chaque configuration possible de la matière doit éventuellement se reproduire. Pas occasionnellement, pas rarement, mais infiniment souvent. C'est une conséquence mathématique, pas une affirmation mystique. Ce que cela signifie, si on le suit honnêtement, c'est que dans un univers infini, il existe une infinité de régions qui ressemblent exactement à notre univers observable. Identiques dans tous les détails, et parmi elles, une infinité où tout jusqu'à ce moment a été identique, mais qui divergent à partir de ce moment dans tous les futurs possibles. Et parmi elles, une infinité où vous existez et avez fait tous les choix
que vous avez jamais faites, y compris celui-ci. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence mathématique de l'espace infini combiné à des configurations finies de particules. Le physicien Max Tegmark a calculé la distance approximative jusqu'à la copie exacte la plus proche de notre univers observable sur la base d'arguments statistiques. Le nombre auquel il arrive est si grand que la notation scientifique le rend à peine lisible. Environ 10 puissance 118 mètres. Ce n'est pas une faute de frappe. L'exposant lui-même comporte 118 chiffres. À titre de comparaison, l'univers observable a un diamètre d'environ 10 puissance 27 mètres. La copie la plus proche de tout ce que vous pouvez voir depuis la Terre se trouve à une distance qui rend l'univers observable, par comparaison, semblable à un seul atome. Rien de tout cela n'est détectable. Rien de tout cela ne peut être prouvé par quelque méthode, que ce soit que nous connaissions. Mais ce n'est pas non plus un vœu pieux ou un fantasme. C'est ce que les mathématiques exigent si l'espace est infini et que la matière se régit par les mêmes lois partout. Vous pouvez rejeter la prémisse. Vous pouvez douter que l'univers soit vraiment infini ou douter que les lois de la physique soient uniformes partout au-delà de notre horizon, et ainsi éviter ces conclusions. Mais les preuves dont nous disposons suggèrent que les deux prémisses sont au moins plausibles, voire probables. Les cosmologistes travaillant sur ce sujet sont divisés, et sérieusement divisés, sur la question de savoir si des univers infinis de ce type constituent des affirmations scientifiques, puisqu'ils ne peuvent pas être testés. Ce qui est philosophiquement intéressant à propos de l'argument de la copie la plus proche, c'est qu'il révèle une tension dans la façon dont nous pensons l'identité et l'unicité. S'il existe une copie exacte de vous quelque part dans un univers infini, une copie qui a vécu chaque expérience jusqu'à ce moment exactement comme vous, cette personne êtes-vous? L'instinct de la plupart des gens est de dire non. Cette personne est un individu séparé qui se trouve par hasard identique. Mais toutes les particules, tous les souvenirs, tous les états physiques sont identiques. En quoi êtes-vous distinguable? Le philosophe Derek Parfit a consacré une grande partie de sa carrière à réfléchir à ce type de questions. Et sa conclusion était que notre sens intuitif de l'identité personnelle est plus fragile et moins bien défini que nous le supposons. L'argument de la copie la plus proche, que vous le trouviez scientifiquement crédible ou non, constitue un test utile de ce que nous entendons lorsque nous disons cet univers particulier ou chez cette personne particulière. Et il y a aussi quelque chose d'important à propos de l'échelle que produit le calcul de Tegmark. La copie la plus proche n'est pas seulement loin. Elle se trouve à une distance tellement incompréhensible au-delà de l'univers observable que même si vous voyagiez à la vitesse de la lumière pendant toute la durée restante de l'univers, vous ne parcouriez qu'une infime fraction du trajet. Une fraction si petite qu'elle n'apparaîtrait même pas dans la notation scientifique aux échelles pertinentes. Le multivers, en ce sens, n'est pas un lieu que vous pourriez jamais atteindre. C'est une propriété mathématique de l'espace infini, pas une destination. La distinction est importante car elle façonne notre façon de penser à ce que signifie dire que quelque chose existe dans ce contexte. Une chose qui existe mais qui ne peut jamais être atteinte, détectée ou influencée, est une sorte d'existence étrange.
cela peut être vrai. Mais elle appartient à une catégorie philosophique différente de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Inflation éternelle et multivers. Si l'inflation a eu lieu, il existe une forte raison théorique de penser qu'elle ne s'est jamais complètement arrêtée. C'est le concept d'inflation éternelle. Et c'est ici que l'histoire prend son tournant le plus radical. Lorsque Goethe a proposé l'inflation pour la première fois en 1980, et lorsque Andrei Linde et Paul Steinhardt l'ont affiné au début des années 1980. Pour la rendre plus applicable, cela semblait être un mécanisme qui démarrait puis s'arrêtait, comme une mèche qui brûle un instant puis s'éteint. Mais lorsque les théoriciens ont examiné plus attentivement la mécanique quantique sous-jacente au processus inflationnaire, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Dans la plupart des versions de la théorie, les fluctuations quantiques empêchent l'inflation de se terminer partout en même temps. Certaines régions de l'espace cessent d'inflater et s'effondrent en une boule de feu chaude et dense, ce que nous appelons le Big Bang. Mais d'autres régions continuent d'inflater. Et à mesure qu'elles inflent, elles s'étendent si rapidement que même si des poches à l'intérieur d'elles s'arrêtent et produisent de nouveaux Big Bang, le volume total de l'espace encore en inflation continue de croître. Le fond inflationnaire ne s'épuise pas. Il produit bulle après bulle d'univers Big Bang, chacun une poche univers, tout en continuant de s'étendre et d'en produire davantage. Dans ce tableau, notre univers entier, tout ce que nous avons jamais observé, tout ce que nous pourrions jamais observer, est une bulle. Une poche univers, produite lorsqu'une région du fond inflationnaire a subi une transition de phase et déclenché un Big Bang. Cette bulle s'est étendue et refroidie pendant 13,8 milliards d'années, donnant naissance à des galaxies, des étoiles, des planètes et à nous. À l'extérieur, le fond continue d'inflater. D'autres bulles se sont formées, se forment et se formeront indéfiniment. Goethe a décrit le résultat comme le repas gratuit ultime. Un mécanisme qui produit des univers infinis à partir d'un fond qui ne peut jamais s'épuiser. La version de Linde, appelée inflation éternelle chaotique, va encore plus loin. Dans ces modèles, le champ inflationnaire n'est pas unique et uniforme, mais fluctue dans l'espace. Dans certaines régions, les fluctuations augmentent l'inflation. Dans d'autres, elles la diminuent. Le résultat est un paysage fractal d'inflation. Certaines zones s'étendent plus vite, d'autres plus lentement. Certaines s'arrêtent et produisent des Big Bangs, tandis que les zones adjacentes continuent. L'ensemble ressemble à une mer de mousse. Chaque bulle d'espace, refroidie et stabilisée, représentant un univers. Et la mousse elle-même continuant à produire de nouvelles bulles pour toujours. Si l'inflation éternelle est correcte, le multivers n'est pas spéculatif dans le sens d'être complètement déconnecté de la physique. C'est une prédiction de la théorie inflationnaire qui explique le mieux ce que nous observons dans notre propre univers. Et elle comporte une implication profondément troublante. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que toutes ces poches univers partagent les mêmes constantes physiques. La valeur de la masse de l'électron, la force de gravité, la densité d'énergie du vide, dans différents modèles d'inflation, ces valeurs proviennent d'événements de rupture de symétrie qui peuvent prendre des valeurs différentes dans différentes bulles. Certaines bulles pourraient avoir une physique similaire à la nôtre. D'autres pourraient avoir une physique tellement différente que les atomes ne se forment pas
les étoiles ne s'allument pas, et rien de ce que nous reconnaîtrions comme une structure ne se produit jamais. Dans ce tableau, le multivers n'est pas une collection d'univers parallèles jouant le même film dans différents cinémas. C'est une collection d'expériences, chacune avec des conditions initiales différentes, la plupart ne produisant rien d'intéressant, et une petite fraction produisant quelque chose de similaire à ce que nous voyons. Le défi critique de tout cela est qu'il ne peut actuellement pas être testé. Si les bulles univers de l'inflation éternelle sont causalement déconnectées d'une autre, si aucun signal ne peut voyager entre elles, alors il n'existe aucune observation directe qui pourrait confirmer ou infirmer leur existence. Certains chercheurs ont proposé que les collisions entre bulles adjacentes pourraient laisser de faibles traces dans le fond diffus cosmologique, et des recherches ont été menées pour détecter de tels signaux. Rien n'a été trouvé de manière concluante. Les partisans soutiennent que la preuve indirecte, l'inflation explique ce que nous voyons, est une raison suffisante pour prendre le multivers au sérieux. Les critiques soutiennent qu'une théorie non testable, aussi élégante soit-elle mathématiquement, n'est pas réellement scientifique au sens traditionnel. C'est un débat actif, et l'un des différends les plus fondamentaux en physique moderne. Il y a quelque chose de véritablement étrange dans l'endroit où ce débat mène. La science a toujours progressé, en faisant des prédictions et en les testant. Le modèle héliocentrique a été confirmé par le mouvement des planètes. La relativité a été confirmée par la déviation de la lumière lors d'une éclipse solaire. Le boson de Higgs a été prédit par la théorie quantique des champs et découvert des décennies plus tard, Large Hadron Collider. Dans chaque cas, une idée théorique faisait une prédiction spécifique et testable pouvant être comparée à l'observation. L'inflation éternelle ne fait pas une telle prédiction, non pas parce que ses partisans sont négligents, mais parce que la structure de la théorie place ses caractéristiques les plus importantes de manière permanente au-delà de toute observation possible. On ne peut pas l'exclure, on ne peut pas la confirmer, on ne peut que raisonner mathématiquement et se demander si les mathématiques sont autocohérentes et si elles produisent un univers semblable à celui que nous observons. Certains physiciens, comme David Gross et Paul Steinhardt, tous deux profondément impliqués dans les travaux théoriques qui ont conduit à l'inflation, ont exprimé leur frustration face à cette situation. Une théorie qui prédit tout, soutiennent-ils, ne prédit en réalité rien. Si le multivers de l'inflation éternelle contient toute la physique possible, alors toute observation est compatible avec lui, et il perd sa puissance comme cadre explicatif. D'autres, y compris Guth et Lind, soutiennent que le pouvoir explicatif de la théorie dans notre univers observable est si fort que prendre au sérieux ses implications, y compris le multivers, est la position intellectuellement honnête. Le débat n'est pas résolu et pourrait le rester pour un avenir prévisible. Ce qu'il révèle, plus que tout, c'est que la question de ce qui se trouve au-delà de l'univers observable pousse la physique aux limites de ce que signifie faire de la physique. D'autres univers, d'autres règles. Un des aspects les plus déroutants du concept de multivers, s'il est réel, est la possibilité que d'autres univers ne suivent pas nos règles. Le modèle standard de la physique des particules décrit les forces et les particules qui constituent tout ce que nous connaissons. 4 forces fondamentales: la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Un ensemble spécifique de particules élémentaires, quarks, électrons, neutrinos, avec des masses et des forces d'interaction spécifiques, et un ensemble de constantes physiques, la vitesse de la lumière,
la constante de Planck, la charge de l'électron, qui semblent fixes dans notre univers mais n'ont pas de raison évidente, à partir des principes fondamentaux, d'avoir exactement ces valeurs. Les valeurs de ces constantes sont, du point de vue de la physique, quelque peu mystérieuses. Pourquoi la gravité est-elle aussi faible? Pourquoi la force électromagnétique est-elle aussi forte? Pourquoi la constante cosmologique, la densité d'énergie de l'espace vide, a-t-elle la valeur très petite qu'elle semble avoir? Si vous modifiez l'une de ces constantes de plus qu'un petit montant, vous obtenez un univers très différent du nôtre. Un univers où les étoiles ne peuvent pas se former, ou où la matière s'effondre instantanément en trous noirs, ou où les atomes sont instables et la chimie ne commence jamais. Nous vivons dans un univers où les constantes se trouvent dans une plage étroite qui permet les étoiles, les planètes, la chimie et la vie. Que cela soit une coïncidence, une nécessité ou le résultat d'un effet de sélection, vous ne pouvez observer l'univers que si vous vivez dans un univers compatible avec les observateurs, est l'une des questions ouvertes les plus profondes de la science. Dans le paysage de la théorie des cordes, le principal candidat pour une théorie qui unifie la mécanique quantique et la gravité, le nombre de configurations possibles des constantes physiques n'est pas petit. L'estimation utilisée par les physiciens est d'environ 10 puissance 500 états de vide distincts, chacun correspondant à un univers avec des lois différentes. Si l'inflation éternelle explore tous ces états en produisant différents univers poches, alors presque tous les univers possibles existent quelque part dans le multivers. Et nous nous trouvons dans l'un des rares qui supportent une structure complexe parce que ce sont les seuls que nous pourrions observer. C'est l'argument anthropique. Et c'est soit un aperçu profond de la nature de la loi physique, soit une échappatoire pratique pour ne pas avoir à expliquer pourquoi les constantes sont ce qu'elles sont, selon la personne à qui vous demandez. Ce que nous pouvons dire, avec certitude, c'est que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas clairement spécial d'un point de vue théorique. Nos constantes physiques n'émergent pas d'une solution unique et forcée d'une équation. Elles sont choisies parmi un espace énorme de possibilités. Que cet espace soit peuplé d'univers réels existants ou qu'il soit simplement un paysage théorique et que nous puissions un jour savoir la différence, reste une question ouverte. L'argument anthropique a néanmoins un succès prédictif spécifique à son actif. En 1987, le physicien Steven Weinberg a utilisé le raisonnement anthropique pour prédire la valeur de la constante cosmologique, la densité d'énergie de l'espace vide, avant qu'elle ne soit mesurée. Il a soutenu que si de nombreux univers existent avec différentes valeurs de la constante cosmologique, seuls ceux dans une certaine plage permettraient la formation de galaxies. Si la constante était beaucoup plus grande, les galaxies ne se seraient jamais formées. L'univers se serait étendu trop rapidement pour que la gravité rassemble la matière en structure. Si elle était beaucoup plus petite et négative, l'univers se serait effondré bien avant que les galaxies ne puissent se former. Par conséquent, tout observateur capable de faire des mesures doit se trouver dans un univers dont la constante cosmologique se situe dans une plage spécifique. La plage prédite par Weinberg, dérivée de cet argument anthropique, s'est avérée englober de près la valeur réellement mesurée lorsque les astronomes l'ont finalement déterminée en 1998, grâce à la découverte de l'énergie sombre. C'est une prédiction réellement réussie, faite avant la mesure, dérivée de l'idée que nous vivons dans un univers parmi beaucoup d'autres ayant différentes constantes.
que cela prouve l'existence du multivers est une autre question. Mais c'est un point de données que les physiciens sérieux prennent au sérieux. Au-delà du cas spécifique de la constante cosmologique, un univers avec des constantes physiques très différentes serait presque méconnaissable. Changer significativement la masse de l'électron et la chimie telle que nous la connaissons ne fonctionne pas. Changer la force nucléaire forte et les noyaux atomiques ne se forment pas. Réduisez fortement la gravité et les étoiles ne s'allument jamais. Augmentez-la de manière dramatique et les étoiles s'éteignent en quelques secondes. La plage de constantes compatible avec quelque chose comme notre univers, chimie complexe, étoiles de longue durée, atomes stables, est étroite. Que cette plage étroite soit expliquée par un effet de sélection anthropique, à travers un multivers, ou par un principe physique plus profond que nous n'avons pas encore découvert, est une véritable question ouverte. Les deux options ont des partisans sérieux. La forme de tout. Il existe une autre possibilité, plus subtile d'un point de vue géométrique, concernant ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. Une possibilité qui ne nécessite pas du tout d'autres univers ou de mousse en expansion. Elle suppose plutôt que notre univers possède une topologie inhabituelle. La géométrie et la topologie sont des choses différentes, et cette distinction est importante ici. La géométrie concerne la courbure. Si l'espace se courbe vers lui-même, s'éloigne de lui-même, ou ni l'un ni l'autre. La topologie concerne la connectivité, comment les différentes parties d'un espace sont reliées entre elles. On peut avoir un espace géométriquement plat, mais topologiquement fini. L'exemple le plus simple est le tore, la forme d'un donut. Prenez une feuille de papier bidimensionnelle et plate. Courbez une paire de côtés opposés pour former un cylindre, puis courbez l'autre paire de côtés jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Vous avez maintenant un tore. Topologiquement, c'est une surface finie. Vous pouvez voyager à travers elle sans jamais atteindre un bord. Mais elle reste géométriquement plate. Les règles locales de la géométrie n'ont pas changé. Les lignes parallèles ne se rencontrent toujours pas. Les angles des triangles s'additionnent toujours pour donner 180 degrés. La finitude est codée non pas dans la courbure, mais dans la connectivité. En 3 dimensions, il existe 17 topologies plates distinctes connues. Notre univers pourrait en posséder une quelconque. Si c'est le cas, si l'espace se replie sur lui-même dans une certaine direction, alors en voyageant assez loin dans cette direction, vous reviendriez à votre point de départ. Théoriquement, vous pourriez voir votre propre galaxie de l'autre côté, la lumière ayant emprunté le chemin long. Cela apparaîtrait sous forme de caractéristiques répétées dans le fond diffus cosmologique. TMB, motif correspondant sur des côtés opposés du ciel, cercle avec les mêmes variations de température. Les astronomes ont cherché ces motifs. Ils ne les ont pas trouvés de manière définitive. L'absence de répétition détectable suggère que si l'univers est topologiquement fini, son échelle de longueur fondamentale est au moins aussi grande que l'horizon observable, ce qui signifie que tout enroulement se produirait au-delà de ce que nous pouvons voir. Une équipe de recherche appelée Collaboration Compact, travaillant avec les données du satellite Planck et publiant dans Physical Review Letters en avril 2024, a annoncé de nouveaux efforts pour cartographier les signatures topologiques que chacune des 17 topologies plates produirait dans le CMB. Il les examine systématiquement, construisant des modèles pour ce que chaque topologie prédit et comparant ces modèles aux données. Début 2025,
aucune topologie n'a été confirmée. Mais le travail est en cours et plus complet que les recherches précédentes. Établir la topologie de l'univers, s'il se referme sur lui-même, et, si oui, de quelle manière, serait l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de l'histoire. Cela nous dirait si l'univers est fini, masse est fini ou infini, et si fini, quelle est sa véritable taille. Il y a quelque chose de presque poétique dans la possibilité du tort. Sur un tort, si vous voyagez assez loin dans une direction, vous revenez à votre point de départ. Dans un univers avec cette topologie, un astronome pointant son télescope dans une direction et prenant une exposition longue pourrait, en théorie, voir sa propre galaxie par derrière. La lumière ayant fait tout le tour de l'univers et revenant dans la direction opposée. La galaxie apparaîtrait telle qu'elle était il y a des milliards d'années. Lorsque cette lumière est partie, elle semblerait donc différente, plus petite, plus jeune, plus active. La comparer à notre propre Voie lactée nécessiterait de reconnaître une galaxie plus jeune et lointaine comme une version passée de nous-mêmes. Personne n'a trouvé une telle correspondance. Mais son absence n'a de signification que jusqu'à l'échelle de ce que nous pouvons observer. Si la topologie de l'univers se ferme à une échelle supérieure à 46 milliards d'années-lumière, nous n'aurions aucun moyen de le savoir. La question de la topologie est l'un des exemples les plus clairs en cosmologie d'un problème réellement intéressant, scientifiquement abordable avec les bons outils et potentiellement résoluble. Contrairement au multivers, qui peut échapper de façon permanente à un test direct, la topologie laisse des empreintes dans le CMB que nous pourrions, en principe, trouver. L'approche systématique de la collaboration compacte est la recherche la plus complète à ce jour. Si l'univers est un tore ou toute autre topologie compacte à une échelle dans notre horizon observable, il devrait le trouver. S'il ne le trouve pas, l'échelle de fermeture de l'univers, si elle existe, est plus grande que ce que nous pouvons voir. La recherche est en cours et les résultats méritent d'être suivis de près. L'autre type de multivers. L'inflation éternelle n'est pas la seule voie vers un multivers. Il en existe une deuxième, totalement indépendante, qui provient d'une source beaucoup plus locale et bien testée expérimentalement. La mécanique quantique. La mécanique quantique décrit le comportement de la matière à des échelles extrêmement petites. Les règles qui régissent les électrons, les photons, les atomes et toutes les particules dont ils sont constitués. C'est la théorie la plus précisément testée de l'histoire de la science. Ces prédictions ont été vérifiées avec une précision extraordinaire. Les satellites GPS doivent en tenir compte. Les microprocesseurs en dépendent. Les lasers sont une technologie basée sur la mécanique quantique. Il n'y a aucun doute sérieux que la mécanique quantique décrit quelque chose de réel et d'important sur le fonctionnement de l'univers. Mais la mécanique quantique contient quelque chose d'étrange en son cœur. Elle décrit les particules non pas comme des objets ayant des positions et des vitesses définies, mais comme des distributions de probabilités, des nuages diffus d'états possibles, chacun avec une certaine probabilité. Lorsqu'on effectue une mesure, la particule semble choisir un état spécifique. Avant la mesure, elle est dans une superposition. Tous ces états possibles existent simultanément, en un certain sens. Au moment où vous l'observez, la superposition s'effondre en un seul résultat. Cela est souvent illustré par l'expérience de pensée du chat de Schrödinger,
Un chat dans une boîte fermée dont le destin est lié à un événement quantique. Avant d'ouvrir la boîte, la mécanique quantique dit que le chat est dans une superposition d'états vivants et morts. Ouvrez la boîte et il est soit l'un, soit l'autre. Ce qui se passe réellement pendant cet effondrement est l'un des problèmes non résolus les plus anciens de la physique. Et les physiciens en débattent depuis les années 1920. L'interprétation la plus populaire, l'interprétation de Copenhague, dit essentiellement « Ne vous demandez pas ce qui arrive aux autres possibilités. Il n'y a pas d'autres possibilités. La fonction d'onde s'effondre, un résultat se produit et il n'y a rien d'autre à dire. Cela fonctionne comme un outil de calcul pratique. Cela ne fonctionne pas très bien comme explication philosophique de la réalité, car il considère l'acte de mesure comme un processus spécial, non défini, qui existe en dehors des règles normales de la physique. En 1957, un étudiant diplômé en physique à Princeton, Hugh Everett III, proposa une alternative radicale. Il l'a appelée « formulation des états relatifs », bien qu'elle soit aujourd'hui connue sous le nom d'interprétation des mondes multiples. Son idée clé était la suivante. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Et si chaque fois qu'une mesure quantique se produisait, chaque résultat possible se produisait réellement et que l'univers se ramifiait en versions parallèles, une pour chaque résultat. Dans le scénario du chat de Schrödinger, lorsque vous ouvrez la boîte, l'univers se divise en une version où le chat est vivant et une version où il est mort. Les deux versions continuent d'exister. Aucune n'est plus réelle que l'autre. Vous, en tant qu'observateur, vous retrouvez dans une branche, mais votre homologue dans l'autre branche est tout aussi réel, tout aussi convaincu d'avoir obtenu le résultat définitif. Si l'interprétation des mondes multiples est correcte, alors le multivers n'est pas loin. Au-delà de l'inflation, au-delà des horizons lointains, il se produit constamment, partout, à chaque événement quantique. Chaque désintégration radioactive qui se produit ou ne se produit pas. Chaque photon qui passe ou ne passe pas à travers une fente. Chaque lancer de pièces, chaque décision, chaque réaction chimique dans chaque cellule de chaque être vivant. Tous ces phénomènes sont des processus quantiques, et tous, dans la vision des mondes multiples, produisent des univers ramifiés. Le nombre de branches n'est pas 2, 3 ou 1 trillion. Il est incompréhensiblement, continuellement, irrésistiblement grand. Un arbre proliférant de réalités parallèles, chacune aussi réelle que celle que vous occupez actuellement. Ce n'est pas de la physique marginale. L'interprétation d'Everett compte des défenseurs sérieux, parmi certains des physiciens les plus techniquement accomplis, travaillant aujourd'hui, y compris David Deutsch à Oxford et Sean Carroll à Johns Hopkins. Elle est mathématiquement propre. Elle prend la mécanique quantique au pied de la lettre, sans ajouter de mécanismes d'effondrement supplémentaires, ni de règles dépendantes de l'observateur. Elle supprime le statut spécial de la mesure, et elle rend la mécanique quantique pleinement compatible avec la relativité générale de manière à ce que l'interprétation de Copenhague peine à réaliser. Ce qu'elle ne fait pas, en revanche, c'est établir un lien avec le multivers inflationnaire. Ce sont deux propositions complètement différentes, venues de directions complètement différentes. Les branches des mondes multiples ne sont pas séparées par d'immenses distances dans l'espace. Elles sont séparées par ce qu'Everett appelait des états relatifs, des configurations quantiques qui ne peuvent plus interférer entre elles,
et donc ne peuvent jamais communiquer ni s'influencer mutuellement, les rendant des réalités effectivement séparées. Un physicien dans une branche parallèle des mondes multiples ne peut pas vous envoyer de signal, tout comme un physicien dans un univers bulle inflationnaire ne le pourrait pas. L'isolement est d'une nature différente, mais tout aussi totale. Ainsi, lorsque les gens demandent ce qu'il y a au-delà de l'univers observable, la réponse pourrait inclure non seulement des régions lointaines de l'espace, et non seulement d'autres univers poches, dans un fond inflationnaire, mais un arbre entier de réalités quantiques ramifiées, chaque branche étant un univers complet en soi, séparé non par l'espace, mais par l'architecture profonde de la probabilité quantique. Que vous trouviez cela fascinant ou écrasant dit probablement quelque chose sur votre relation à l'incertitude. Ce que nous pouvons savoir et ce que nous ne pouvons pas. En se tenant au bord de tout cela, il vaut la peine d'être honnête sur l'endroit où se situe la ligne entre ce que la science peut dire et ce qu'elle ne peut pas dire. Dans l'univers observable, la science repose sur des bases solides. Les lois de la physique ont été testées avec une précision extraordinaire. L'âge de l'univers est mesuré à quelques dizaines de millions d'années près. La structure à grande échelle, le réseau cosmique de filaments et de vides, correspond de manière remarquable à ce que prédisent nos modèles. L'histoire de l'univers, depuis environ 1 seconde après le Big Bang jusqu'au présent, est racontée avec une confiance considérable. Au-delà de l'horizon observable, les choses deviennent plus floues d'une manière spécifique. La réponse la plus probable, plus de la même chose, les mêmes lois et structures se poursuivant au-delà de ce que nous pouvons voir, n'est pas testable par observation directe, mais c'est aussi l'hypothèse la plus conservatrice, soutenue par tout ce que nous savons sur l'uniformité de l'univers. Il n'y a aucune raison de penser que la physique change simplement parce qu'un photon n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Les preuves suggèrent que l'univers est uniforme à la plus grande échelle. Cette uniformité se poursuit probablement. L'inflation, si elle est correcte, ajoute encore. Un univers beaucoup plus vaste que notre portion observable, avec la même physique ou une physique similaire partout. C'est une théorie scientifique avec un soutien observationnel. Mais les détails de ce qui se trouve au-delà de notre horizon, en conséquence de l'inflation, ne sont pas directement testables. Le multivers de l'inflation éternelle est encore plus éloigné de la testabilité. Une conséquence d'une théorie qui n'a pas encore été confirmée directement. Le paysage des cordes, String Landscape, avec 10 puissance 500 univers possibles, est encore plus spéculatif. C'est une hiérarchie de confiance. Juste à la frontière de notre horizon, presque certainement plus du même univers, les mêmes galaxies, vides et lois physiques. Un peu plus loin, probablement beaucoup plus de la même chose, à une échelle que l'inflation suggère énorme. À l'extrémité la plus éloignée, un multivers de bulles universelles avec une physique potentiellement différente. Une affirmation intellectuellement sérieuse, mais non confirmée scientifiquement, est peut-être impossible à confirmer. Et au-delà, des extensions philosophiques et mathématiques qui peuvent nous dire des choses vraies sur la réalité, mais qui ne peuvent, en principe, jamais être vérifiées. Ce n'est pas un échec de la science. C'est une carte honnête de ce que la science peut et ne peut pas atteindre. L'univers s'étend au-delà de la portée de tout instrument possible, car les instruments fonctionnent à la vitesse de la lumière, et l'univers est plus vieux que tout signal
provenant de ces régions lointaines. Certaines questions sont au-delà de l'observation non pas parce que nous n'avons pas assez essayé, mais parce que les lois de la physique elles-mêmes fixent la limite. Ce que les cosmologistes peuvent faire, et font, c'est trouver des preuves indirectes. La reconnaissance honnête de ce que nous ne savons pas n'est pas une faiblesse. C'est précisément ce qui distingue la cosmologie scientifique de la spéculation. Un scientifique qui vous dit qu'il sait ce qu'il y a au-delà de l'univers observable fait soit une inférence probabiliste, probablement plus de la même chose, soit il spéculera sur la base d'une théorie. Les deux sont légitimes, mais ils doivent être clairement étiquetés. Le principe cosmologique comme extrapolation au-delà de l'horizon est une chose. L'inflation éternelle comme théorie non testée avec des problèmes importants non résolus en est une autre. Les multivers du paysage des cordes, comme possibilité mathématique sans chemin clair vers un test observationnel, en est encore une autre. Ce ne sont pas les mêmes types d'affirmations. Et les traiter comme également certaines ou également incertaines serait une distorsion en soi. Ce qui rend la cosmologie excitante, c'est que cette image n'est pas figée. Les réponses à certaines de ces questions peuvent être plus proches qu'elles n'en ont l'air. L'observatoire Vera-Cerro-Rubin, maintenant en pleine opération, cartographiera des milliards de galaxies dans le ciel avec une profondeur et une couverture sans précédent. Le télescope spatial Euclide, lancé en 2023, produit une carte tridimensionnelle de la structure de l'univers sur la majeure partie de son histoire observable. Lightbird et d'autres expériences de prochaine génération sur le CMB sont en développement spécifiquement pour rechercher la signature des ondes gravitationnelles de l'inflation. Les recherches sur la topologie de la collaboration compacte sont les plus complètes jamais réalisées. Aucun de ceux-ci ne nous donnera une vue directe au-delà de l'horizon. Mais chacun d'entre eux contraindra ce qui s'y trouve plus étroitement que tout ce qui a été fait auparavant. Chaque mesure rend l'image plus complète, même lorsque la complétude est impossible. Un horizon différent. Il y a quelque chose qui mérite d'être réfléchi dans l'idée même d'un horizon. Chaque observateur dans l'univers en possède un. Chaque galaxie, chaque civilisation qui pourrait exister dans le cosmos, se trouve au centre de sa propre bulle observable, entourée de son propre horizon cosmique. Du point de vue d'une galaxie de l'autre côté de notre horizon, complètement invisible pour nous, n'émettant aucun signal que nous recevrons jamais. Nous sommes également au-delà de leur horizon. Nous sommes dans leur au-delà de l'univers observable. Chaque observateur regarde une bulle de lumière et voit, à sa frontière, un mur au-delà duquel ses instruments ne peuvent atteindre. Ce n'est pas une pensée solitaire, c'est une pensée éclairante. L'horizon n'est pas la limite de la réalité, c'est la limite de notre portée. La réalité, l'univers entier, quoi qu'il contienne, quelle que soit sa taille, ne connaît pas et ne se soucie pas de notre horizon. Les galaxies là-bas, si elles existent, forment des étoiles, évoluent, entrent en collision et poursuivent leurs activités sans aucune considération pour le fait que leur lumière ne peut pas nous atteindre. L'univers n'est pas l'univers observable. L'univers observable n'est qu'un point de vue sur quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est le point de vue d'une personne depuis une fenêtre dans une pièce d'un immense et ancien bâtiment.
à travers la fenêtre, une vue impressionnante. Au-delà, beaucoup plus encore. Nous ne regarderons jamais à travers une autre fenêtre. Nous sommes enfermés dans cette seule perspective par la physique elle-même. La vitesse de la lumière, l'âge de l'univers, l'accélération de l'énergie noire, ce ne sont pas des obstacles qu'une meilleure technologie pourrait surmonter. Ils sont l'architecture de la réalité. Notre univers observable est tout ce que nous connaîtrons directement. Cela rend important de bien le connaître. Et cela rend l'horizon digne d'être compris, non comme une frustration, mais comme quelque chose de plus intéressant, une caractéristique de la structure même de l'univers. Le fait que chaque observateur ait un horizon et qu'aucun horizon ne soit identique à un autre signifie que l'univers apparaît différent depuis chaque point à l'intérieur de celui-ci, pas dans ses lois fondamentales, qui semblent universelles, mais en termes d'informations disponibles. Une civilisation dans une galaxie à 20 milliards d'années-lumière de la Terre a accès à des régions de l'univers totalement cachées pour nous et est définitivement coupée des régions que nous pouvons voir. Leur cosmologie, construite à partir de ce qu'ils peuvent observer, aboutirait à certaines des mêmes conclusions que les nôtres. La même physique fondamentale, la même température du fond diffus cosmologique, la même uniformité à grande échelle. Mais leur catalogue de galaxies ne correspondrait pas au nôtre. Leur ciel nocturne serait différent. Le réseau cosmique particulier qu'ils pourraient nous cartographier serait un fragment différent de la même structure plus vaste. C'est ce que les cosmologistes veulent dire lorsqu'ils disent que l'univers n'a pas d'emplacement privilégié. Il ne s'agit pas seulement que chaque point semble semblable en moyenne. Il s'agit du fait que chaque point se trouve au centre de sa propre bulle observable, entouré d'un horizon unique, façonné par sa position particulière dans l'espace et son moment particulier dans le temps cosmique. Il n'existe pas d'observateur maître qui puisse tout voir. Il n'existe pas de vue œil de Dieu sur l'univers entier. Il n'existe que le patchwork de perspectives limitées par l'horizon, chacune finie, chacune unique, aucune complète. Il y a quelque chose de surprenamment intime dans tout cela, une fois qu'on y réfléchit. L'horizon est personnel. Il t'appartient, ou plutôt à ton emplacement et à ton moment. La lumière qui arrive dans tes yeux en ce moment, lorsque tu regardes le ciel nocturne, a voyagé pendant des années, des décennies, des siècles, des millénaires, des millions d'années, selon l'étoile ou la galaxie que tu observes. Toute cette lumière a voyagé spécifiquement pour arriver à ce point de l'espace à ce moment précis. Dans un sens entièrement physique, non mystique, l'univers observable est centré là où tu te tiens. Pas parce que tu es spécial, dans le sens que certaines personnes donnent parfois à ce mot, mais parce que l'horizon est défini par une relation entre un lieu, la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Et cette relation est ancrée là où se trouve l'observateur. Le ciel nocturne, dans ce sens, est plus personnel qu'il n'y paraît. Chaque photon qui atteint ta rétine a parcouru une distance spécifique à travers le tissu en expansion de l'espace pour te trouver à cet instant précis. Un photon provenant d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière, a quitté sa galaxie avant l'existence du genre Homo. Il a voyagé à travers l'espace tandis que chaque humain ayant jamais vécu naissait, grandissait et mourait, tandis que des civilisations
apparaissaient et disparaissaient, tandis que les continents se déplaçaient imperceptiblement sous chaque pas jamais fait. Et il arrive maintenant, ici au fond de ton œil. L'horizon n'est pas distant ni abstrait. Il se termine là où tu es. Les choses les plus lointaines que nous ayons jamais vues. Dans toutes ces discussions sur les horizons, les limites et ce que nous ne pouvons pas voir, il vaut la peine de prendre un moment pour apprécier jusqu'où nous avons réellement réussi à regarder. Le fond diffus cosmologique, la lumière la plus ancienne que nous puissions détecter, a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang. Il voyage depuis plus de 13 milliards d'années. Avant cela, l'univers était opaque. La lumière ne pouvait pas voyager librement, et il n'y a rien de plus ancien que nous puissions observer. Le CMB est notre point de repère permanent. Il constitue la limite littérale de ce que la lumière peut nous apprendre. Mais en dessous de cette limite, nous avons poussé aussi loin que la physique le permet. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a désormais détecté des galaxies datant de seulement 280 à 300 millions d'années après le Big Bang. Des objets formant leurs premières étoiles, dans un univers qui, selon nos standards actuels, était presque méconnaissablement jeune. La galaxie confirmée la plus lointaine, début 2026, un système appelé MOM-14, est observée telle qu'elle apparaissait lorsque l'univers n'avait que 280 millions d'années. Sa lumière a voyagé environ 13,5 milliards d'années pour nous atteindre. La galaxie elle-même se trouve maintenant à environ 33 milliards d'années-lumière, transportée là par l'expansion de l'univers pendant le voyage. Ce ne sont pas seulement de grands nombres. Ils représentent la limite réelle de ce que les êtres humains, utilisant les instruments les plus sensibles jamais construits, peuvent détecter de l'univers dans lequel nous vivons. Et même ces observations extraordinaires restent encore bien plus proches que l'horizon des particules. Il existe des régions de l'espace, au-delà de 46 milliards d'années-lumière, dont la lumière ne nous a pas encore atteints, et il existe des régions au-delà de notre horizon, des événements dont la lumière ne nous atteindra jamais. Chaque fois que nous avons construit un télescope plus puissant, nous n'avons pas seulement vu plus loin, mais nous avons découvert quelque chose d'inattendu. L'univers a constamment refusé de coopérer avec nos prédictions. Nous nous attendions à ce qu'il soit simple et l'avons trouvé structuré. Nous nous attendions à ce que l'expansion ralentisse et l'avons trouvé en accélération. Nous nous attendions à ce que l'univers primordial soit presque vide et avons trouvé dans les champs profonds du JWST des galaxies qui ne devraient pas encore être là. L'histoire de l'exploration, de plus en plus lointaine, est une histoire de surprise. Toutes les raisons sont bonnes de s'attendre à ce que ce qui se trouve au-delà de notre horizon actuel, quelle que soit la partie qui pourra un jour entrer dans notre champ de vision, à mesure que l'univers observable s'étendra lentement, soit tout aussi surprenant. L'univers n'a montré aucun signe d'épuisement des choses à nous montrer. La progression de ce que nous pouvons voir est en elle-même une histoire remarquable. Au début du XXe siècle, la Voie lactée était l'univers. Tout ce que nous pouvions observer tenait dans une seule galaxie. Puis les mesures de Hubble dans les années 1920 ont bouleversé cette image, révélant un cosmos rempli de galaxies innombrables. La radioastronomie du milieu du siècle a ajouté une toute nouvelle dimension. Les quasars,
qui brille de l'énergie des trous noirs activement nourris au centre de galaxies anciennes, visibles à travers des milliards d'années-lumière. Le satellite COBE, au début des années 1990, nous a fourni notre première image claire du fond diffus cosmologique, la lumière la plus ancienne existante. Le Hubble Deep Field de 1995, une exposition de 10 jours d'une parcelle de ciel apparemment vide, de la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras, a révélé des milliers de galaxies là où il semblait n'y avoir rien. Chaque génération d'instruments a délivré le même message. Il y a plus, et c'est différent de ce que nous attendions. Le JWST représente la frontière actuelle de cette histoire. Il a repoussé notre vue directe de l'univers jusqu'à 280 millions d'années après le Big Bang, révélant des galaxies qui, en termes cosmiques, sont presque nouvelles-nées. Mais même la vue du JWST est limitée. Entre la galaxie la plus lointaine qu'il peut détecter et la surface de dernière diffusion, le mur du CMB a 380 000 ans. S'étend une portion de l'histoire cosmique dont nous n'avons pas d'image directe. Les galaxies qui existaient à cette toute première période, si elles existaient, sont cachées derrière un voile qu'aucun télescope optique ou infrarouge ne peut pénétrer. Explorer cette époque nécessite des outils différents. Le fond des ondes gravitationnelles, le signal de l'hydrogène à 21 cm que les futurs radiotélescopes pourraient détecter, la polarisation en mode B imprimée sur le CMB. Voilà les frontières. Elles sont étudiées actuellement avec des expériences au sol et des projets spatiaux. Ce qu'elles découvriront, lorsqu'elles le feront, confirmera l'histoire que nous racontons déjà ou nous obligera à la réviser à nouveau. La réponse honnête. Alors, qu'y a-t-il au-delà de l'univers observable? Voici la réponse la plus honnête que la science puisse donner actuellement. Presque certainement, il y a plus d'univers. Le même type d'univers dans lequel nous vivons, avec les mêmes lois de la physique, les mêmes particules fondamentales, les mêmes types de galaxies, d'étoiles et de trous noirs, organisés dans le même réseau cosmique de filaments et de vides. Ce n'est pas une hypothèse. C'est l'extrapolation la plus simple de tout ce que nous observons. Et rien dans nos données n'indique que cela s'effondre à la limite de notre bulle observable. L'horizon n'est pas un mur. C'est simplement l'endroit où notre vue s'arrête. Au-delà, l'histoire continue presque certainement dans le même langage. Si l'inflation s'est produite, et les preuves suggèrent que quelque chose de très similaire a eu lieu, alors cet univers identique s'étend sur une distance qui rend notre portion observable totalement négligeable. L'univers entier, selon un modèle inflationnaire, est au minimum 10 à la puissance 23 fois plus grand que ce que nous pouvons voir. Possiblement infini. Dans cet espace, le réseau cosmique se répète, les galaxies se forment et meurent, les étoiles brûlent leur combustible, et les mêmes lois s'appliquent partout. Si l'inflation éternelle est correcte, alors au-delà de cela se trouve un niveau de structure plus profond, une mer d'espace en inflation à partir de laquelle de nouveaux univers poches se cristallisent continuellement, chacun portant sa propre physique, sa propre histoire et son propre destin ultime. Nous serions une bulle parmi un nombre incalculable d'autres, séparés de toutes les autres
par des distances si vastes et une expansion si rapide qu'aucun signal ne pourrait jamais combler le fossé. Et si l'univers a une topologie fermée, si l'espace se replie sur lui-même, alors peut-être qu'il n'y a pas de au-delà réel. Peut-être que le au-delà de l'univers observable revient finalement ici, mais vu sous un angle légèrement différent. Dans un univers à topologie appropriée, le bord serait une illusion. Tout comme le bord de la Terre est une illusion, voyagez suffisamment loin dans une direction, et vous revenez là où vous avez commencé. La vérité est que nous ne savons pas laquelle de ces possibilités est correcte. Nous ne savons pas si l'univers est fini ou infini, simplement connecté ou topologiquement complexe, isolé, ou l'un des innombrables frères dans un multivers en inflation. Ce sont des questions scientifiques actuelles, avec de vrais chercheurs qui travaillent dessus avec de vraies données. Les réponses pourraient apparaître sous forme de traces subtiles dans le CMB, par l'observation des ondes gravitationnelles ou grâce à des percées théoriques que personne n'a encore faites. Ou elles pourraient ne jamais arriver, car les réponses dépassent la portée de toute observation physique par quelque moyen que ce soit. Ce qui est remarquable, c'est jusqu'où nous sommes arrivés simplement en posant ces questions de manière rigoureuse. Il y a un siècle, l'existence d'autres galaxies n'était pas confirmée. Il y a 50 ans, la structure du réseau cosmique était inconnue. Le fond diffus cosmologique a été découvert par accident en 1965 par 2 ingénieurs qui pensaient qu'un bruit persistant dans leur antenne radio était des fientes de pigeons. L'expansion accélérée de l'univers a été découverte en 1998, lorsque les astronomes s'attendaient à mesurer un ralentissement et ont trouvé exactement le contraire. À chaque tournant, l'univers s'est révélé plus vaste, plus étrange et plus structuré que la génération précédente ne pouvait l'imaginer. Il y a de solides arguments pour penser que la génération actuelle, utilisant les outils en cours de construction, repoussera encore cette limite. Pas jusqu'au bord de tout. Aucun télescope ne verra jamais au-delà de notre horizon des événements, mais plus près de comprendre ce que la physique de l'univers primordial faisait et ce que cela signifie pour l'immense obscurité au-delà de notre vue. Ce que nous savons, c'est que l'univers que nous pouvons voir, 13 milliards d'années-lumière d'histoire cosmique, 2 billions de galaxies, toute l'histoire des premiers quelques centaines de millions d'années jusqu'à aujourd'hui, n'est presque certainement pas toute l'histoire. C'est un chapitre, un échantillon, une toute petite fenêtre sur quelque chose de plus grand, plus ancien et plus étrange que ce que nous pouvons imaginer. Le bord de l'univers observable n'est pas le bord de tout, c'est notre bord. Au-delà, l'univers continue selon ses propres termes, indifférent à nos horizons, que nous puissions le voir ou non. Et d'une certaine manière, c'est la chose la plus extraordinaire à ce sujet. L'univers observable est tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous avons jamais cartographié, chaque signal que nous avons jamais détecté. C'est une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, contenant au moins 2 trillions de galaxies, des milliards d'années d'histoire cosmique et toutes les preuves sur lesquelles repose toute affirmation scientifique concernant le cosmos. À toute échelle humaine, il est incompréhensiblement vaste. Et il est presque certainement seulement le début. Et voici quelque chose qui reste avec vous, si vous le laissez faire. Chaque civilisation qui a jamais regardé le ciel nocturne a vu la même vérité fondamentale leur faire face.
l'univers est plus grand que nous le pensions. Chaque génération qui a observé plus attentivement a découvert plus que ce que la précédente attendait. Les anciens Grecs débattaient pour savoir si les étoiles étaient des trous dans une sphère sombre ou des feux lointains. Les astronomes médiévaux ont cartographié les planètes. Galilée a pointé un télescope vers Jupiter et a découvert des lunes. Hubble a mesuré la distance jusqu'à Andromède et a découvert un univers de galaxies. Le satellite COBE a détecté la faible rémanence du Big Bang lui-même, peinte sur tout le ciel en lumière micro-ondes. Le GWST a trouvé des galaxies éclatant dans l'existence 280 millions d'années après le début du temps. Chaque découverte a élargi l'univers connu. Chacune a révélé que ce que nous pensions être, tout n'était en réalité qu'un chapitre. L'univers observable, tous ces 93 milliards d'années-lumière, est le dernier chapitre. Le livre continue. Il se peut qu'il n'ait pas de page finale. Il y a quelque chose d'humiliant là-dedans, et quelque chose d'exaltant aussi. Nous ne sommes pas le centre de l'univers, et l'univers que nous pouvons voir n'est pas le centre de tout ce qui existe. Nous sommes un bref arrangement de matière dans un petit coin d'un cosmos immense qui n'a pas besoin de nous pour continuer d'exister. Les galaxies au-delà de notre horizon n'attendent pas que notre lumière les atteigne. Elles font déjà tout ce que font les galaxies, former des étoiles, nourrir des trous noirs, fusionner avec leurs voisines, dans une région de l'espace et du temps que notre espèce ne connaîtra jamais directement. Elles n'ont pas besoin que nous les connaissions pour être réelles, mais le fait que nous essayions, que nous ayons construit des instruments assez sensibles pour détecter un photon micro-ondes voyageant depuis 13,8 milliards d'années, que nous ayons développé des mathématiques capables de décrire la courbure de l'espace-temps, que nous ayons transformé quelques siècles de curiosité en une image de l'univers qui s'étend de la première seconde après le Big Bang jusqu'à la limite de ce que la lumière peut nous montrer, cela n'est pas rien. C'est, autant que nous le savons, l'une des choses les plus inhabituelles que l'univers ait jamais faites avec lui-même. Si des questions comme celle-ci sont du genre que vous voulez continuer à explorer, il y en a beaucoup d'autres. Abonnez-vous et nous continuerons.